Il s'appelait Yann, un vacancier de 11 ans qui se rendait dans son village natal à Balévin. C'est dans la Ménois pour des vacances. Il sera mortellement assassiné par un gendarme à Sanchou lors d'un contrôle. Il s'en suivra un soulèvement sans précédent pour condamner cet excès de zèle des gendarmes sur ces routes de la nationale numéro 5, les routes de l'Ouest particulièrement ensanglantées cette semaine. On enregistre près d'une vingtaine de morts à la suite des accidents de la circulation, des tensions qui sont ajoutées aux menaces agitées cette semaine. Aux menaces, on parle justement de Paula Tangadji, le ministre de l'administration territoriale, qui brandit des menaces à l'endroit des leaders des formations politiques de l'opposition qui tenteraient de perturber l'ordre et la paix pendant cette période préélectorale au Cameroun. On parle de violations graves des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité. Ce sont entre autres griefs retenus contre Samuel Eto'o à l'issue de son passage devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Le président de la FECAFOOT entend interjecter appel, bien qu'il ait été reconnu non coupable de manipulation des matchs au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International, le rendez-vous qui vous permet de vivre les faits majeurs de la semaine. L'invité de cette édition, c'est Maître Claude Biliga, Joseph Claude Biliga, autant pour moi. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est ancien conseiller municipal à la commune de Ndom, c'est le cas? Oui, c'est vrai. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci de m'avoir invité. Vous êtes un habitué de ce plateau et votre actualité ces derniers jours est marquée par la promotion des actes OHADA dans le déploiement ou alors dans la vie financière économique au Cameroun. Vous pouvez nous en dire davantage? D'une manière générale, je voudrais dire que je suis très content d'être avocat parce que notre barreau est en train de relever un défi, celui de pouvoir, de manière continuelle, faire ce qu'on appelle la formation continue en réalité. Formation continue pour les avocats, tant pour les jeunes que pour nous qui sommes des anciens. Et mardi dernier, nous étions dans une salle de la place, dans un séminaire organisé par l'une de nos consoeurs, Maître Alette Moulafoto, à qui je dis entièrement merci, qui portait sur le nouveau code OHADA, l'acte uniforme OHADA numéro 6, portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Maître Wambo, qui était un ancien agent référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage, de justice d'arbitrage d'Abidjan en Côte d'Ivoire, nous a vraiment abreuvé de ce nouveau code et nous sommes rentrés très satisfaits. De la même manière, jeudi et vendredi, le barreau de Cameroun, le conseil de l'ordre du barreau de Cameroun, dirigé par le bâtonnier Ba, Maître Ba, et par avec comme secrétaire Madame Gominyogo et Maître Asiga Ngouti comme trésorier, ils ont, en collaboration avec la CIB, la Conférence nationale des barreaux de tradition juridique commune, et le barreau de Lausanne aux États-Unis, ils ont organisé un grand séminaire, un colloque portant sur la sécurité de l'investissement dans les systèmes de tradition juridique mixte. Ça a été une occasion très importante de voir plus de pratiquement 800 ou 700 avocats dans une salle et
le point important de cette rencontre a été le fait que le bâtonnier, l'ancien bâtonnier Yondo Black, a été admis à l'honorariat. C'est le premier avocat, c'est l'avocat qui a été admis à l'honorariat. Il y a eu les hommages importants lui ont été rendus. Il fallait être là pour apprécier. Et Canal 2 International a été là, comme ça l'est de tradition, lors des grands événements. Pour résumer, on ne peut pas être un véritable homme d'affaires sans s'approprier les actes uniformes OHADA. Alors, à l'entame de cette émission, nous vous parlons de ce sanglant fait divers qui vient d'avoir lieu à Santhiou, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, dans l'un des multiples points de contrôle. Un gendarme tue de sang-froid un gamin de 11 ans. Soulèvement social, indignation. Nous vous proposons cette succession de reportages et nous revenons derrière pour quelques commentaires. Une montée d'adrénaline contre la terreur qui a fait son lit à Santhiou dans la Ménois, à l'ouest Cameroun. Des gendarmes sont au banc des accusés. À Santhiou, avec ces gendarmes, c'est terrible. Nous, tu ne peux pas aller pisser. Tu sors, on te dit quand tu es dansé, tu n'as pas, tu donnes 500. Tu vas aller au champ, on te dit donne 500. Tu pars du champ, tu rentres, on te dit 500. C'est devenu quoi? 500 en route. Le contrôle, à chaque 5 mètres, il y a le contrôle. On en a marre. Aujourd'hui, nous on attend le gouverneur. C'est lui qui va venir nous enlever ici aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il vienne. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la bavure qui ôte la vie à un adolescent ce jeudi matin. Les nouveaux gendarmes qu'on les a envoyés. Et c'est le même nouveau gendarme qui a tiré sur un enfant aujourd'hui. Juste pourquoi la partie du vélo. Il demande à la voiture, le conducteur a tous ses papiers. Il dit que le vélo qui est en haut là, montrez-moi les factures du vélo. Le gars dit merde. Même le vélo, l'enfant qui part en vacances avec son petit vélo, il s'est fâché dans la voiture, il commence à tirer. Ça transpire de colère dans cette foule. Le zèle des gendarmes incriminés est proportionnel à la couronne de leur impunité. On casse la tête de quelqu'un. Et celui-là, il se prononce machette, il se surnomme machette. Il marche avec la machette dans les bars. Il t'agresse, il prend ta femme, il couche ta femme, il vient t'insulter au carrefour avec. Ça se fait. Le commandant est venu nous embrouiller, il dit que non, laissez, ça va aller, ça va aller. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on dit encore une scène, sans faire une semaine? Les routes restent barricadées dans l'attente d'une descente des autorités administratives de cette région. En route pour des vacances en famille à Bas-le-Vin, c'est ici à la morgue de l'hôpital régional annexe de Tchonk que le drame l'aura conduit. La famille du petit Yann est inconsolable au lendemain de ce cauchemar. Les cris de détresse résonnent lors de la levée de corps aussi fort que le canon qui a arraché à ses parents leur fils unique. Maman est fini. Yes. Non, ma paix est finie. Je suis fini. Je suis fini. Oh, maman, je suis fini. Oh, maman, je suis fini. Celui qui n'a jamais perdu l'enfant ne peut pas connaître papa. J'ai fait 7, j'ai perdu 3. Comme ça. Quand quelqu'un perd un enfant, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Qui va remplacer le président obligatoirement? Yann sera inhumé dans son village Bas-le-Vin qui reçoit avec émoi le deuil de cet enfant de 11 ans. Le père du défunt, malgré la douleur, s'est exprimé. Et donc, on attend parce qu'ils ont dit qu'ils vont nous donner une voiture qui devait accompagner à dépôt de mon fils du côté de... En fait, au village, en fait, là, on devait l'enterrer. Et ils ont envoyé les corps qui vont nous accompagner. Donc, du coup, on attend le véhicule à dépôt pas arriver. Il y a aussi le document rempli qui avait les petits erreurs que j'ai de faire qu'on s'est rectifié, en fait. Donc, c'est ça qu'on attend. Et on peut pas bouger sans qu'on fait le papier là, parce que c'est intéressant pour moi de poser même plainte aussi. À l'extérieur, que ça soit en Belgique, que ça soit partout. C'est ça que j'attends en fait. Et le véhicule qui va venir transporter le corps. C'est tout. L'atmosphère est restée lourde dans la région de l'Ouest. L'incident qui a eu lieu ce jeudi au poste de contrôle de Santhiou, dans le département de la Ménois, a soulevé l'ire de la population postée devant la gendarmerie pour crier son ras-le-bol. La foule aurait été dispersée par des jets de gaz lacrymogènes. Maître
Maître Joseph-Claude Biligard, je vous ai vu avec une mine particulièrement serrée. Quelle analyse faites-vous de cette situation délétère, pour ne pas dire sulfureuse? Je voudrais m'incliner sur la mémoire de ce jeune homme qui avait le droit de vivre. Je voudrais présenter mes condoléances à toute sa famille, à son père qui est très digne, et dire que ça ne doit plus continuer. Parce que, quoi qu'on dise, les hommes en armes sont là pour nous protéger et non pour nous tuer. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose d'habituel et ça ne doit pas rester banal. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à Pouma, où il y avait ce genre de choses. Et c'est régulier, c'est récurrent. C'est récurrent. Je pense qu'il faudrait que ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire la hiérarchie de ces personnes, agissent d'une manière vraiment forte pour que, même si on ne peut pas dire de manière ferme qu'il n'y aurait jamais de bavure, mais que ce genre de bavure n'ait pas lieu. Parce que vous savez, regardez dans quelles circonstances. On parle de corruption, on parle d'anarque, on parle de ces gendarmes qui, lorsqu'on les envoie dans les villages, au lieu de protéger les personnes, c'est pour leur arracher de l'argent, c'est pour faire... C'est ça qui est... Intimidations, c'est l'intimidation. L'autre a dit comment ils arrachent les femmes des autres. Je pense que la hiérarchie de la gendarmerie, d'une manière générale de nos forces de l'ordre, doit pouvoir sévir d'une manière forte et le faire savoir à la population. Est-ce que ça remet en question leur formation? Lorsqu'on vous dit qu'il y a beaucoup qui n'ont pas leur diplôme, qui ont présenté des faux diplômes, vous pouvez bien imaginer. Vous pouvez imaginer quel genre de personnes nous avons. Malheureusement, on n'a pas toujours cette possibilité de pouvoir extraire, filtrer, c'est pas toujours facile. Parce que comme je l'ai dit sur un plateau, il n'y a pas seulement les faux diplômes, il y a même des fausses d'identité. C'est-à-dire des gens qui viennent, ils prennent l'acte de naissance de leur frère, qui n'ont jamais été à l'école, leur frère peut-être est mort, ou bien leur frère n'est pas intéressé par... ils prennent leur identité, ils se présentent, et ils font le concours, et pas là, je veux dire, ils viennent, même, parfois font même l'examen, le truc, parfois ils ne font même pas, et après on les retrouve là. Et moi je pense qu'il faut, je pense pas que ce soit seulement la formation, parce que, comme je peux vous dire, c'est pas tout le monde qui le fait. Certains vont dire que c'est une mauvaise dent qui a gâté toute la brebis galeuse. Une brebis galeuse, mais ça devient très récurrent. Mais quand même, dans la région de l'Ouest, il y a des checkpoints qui sont coutumiers de ce que on rançonne les usagers si on ne les abat pas, pour citer le cas d'espèce. Il y a des mesures qui ont été annoncées par les pouvoirs publics pour encadrer ces pistoleros à la gâchette facile. Mais ça continue. Comment expliquer ce laxisme-là? Je ne sais pas s'il s'agit d'un laxisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est cherché le naturel, revient au galop. C'est-à-dire ces personnes, parfois, sont dans les tontines, vous le savez. Ont des engagements qu'ils doivent honorer. On est en début de week-end. Qu'ils doivent honorer. Donc, lorsqu'ils n'ont pas atteint leur argent pour Et parfois, disent, sans vous couper, on devra cotiser pour payer l'argent qu'on a emprunté pour se faire acheter une place. Ce sont les réalités. Ce sont des réalités camerounaises. Et souvent, j'ai eu à le dire très souvent... Des réalités douloureuses qui font beaucoup de mal au pays. Vous prenez la route, vous voyez beaucoup de barrières, de police, etc. Oui. Mais vous voyez des gens, par exemple, c'est le moindre mal peut-être, mais jusqu'à ce qu'il y ait un accident, des voitures où il y a des surcharges. Des voitures qui ne devaient pas être sur la route. Mais ces voitures passent tous ces contrôles de police. Alors que vous qui êtes l'honnête citoyen, dès que on vous stoppe, on commence à vous déranger. Alors que, je dis, c'est des choses qu'on doit bannir. On doit combattre ce genre de choses. Et on a comme l'impression que, même lorsqu'on le dit, c'est comme si on prêchait dans le désert. Je pense qu'il faudrait que ce genre de choses s'arrêtent. Et sur ces routes de l'Ouest, il y a une multiplication des points de contrôle. Mais il n'y a pas que seulement à l'Ouest. Moi, j'appelle. Quand on fait des comparaisons nous, on appelle ça les postes de péage. Ce sont des postes de péage. Parce qu'en réalité, ce n'est pas interdit qu'il y ait des contrôles sur les dossiers de voitures, sur l'état des voitures, sur le nombre... Ça dérange quand ça devient des postes de péage. Oui, le problème, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas contre le contrôle, les postes de contrôle. Mais ils doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire s'assurer que les véhicules qui prennent la route ont des papiers, que les véhicules, les pneus sont en bon état, que toutes les mesures de sécurité sont prises pour qu'il n'y ait pas des hécatombes. Ça, c'est leur rôle. Mais seulement, je dis tout à l'heure, je vous donne des exemples des voitures qui sont surchargées, mais qui passent, tout simplement parce que nous le savons très bien. Dès qu'ils arrivent au niveau de péage, j'appelle ça poste de péage, mais là, poste de police, ils sortent
Et moins de minutes après, le monsieur revient parce qu'il a mis 500 ou 1000 francs dans le dossier. Nous le savons tous. Ça date de longtemps. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on arrête cela. Et l'autre plaie des routes de l'Ouest qui relie les grands axes ou alors les grandes métropoles comme Yaoundé et Douala, justement, ont fait l'objet de plusieurs accidents de la circulation cette semaine. On a enregistré 2 à la falaise de Tchang et en outre à la sortie de Bafang, précisément à Kekem, sur le carreau, près d'une vingtaine de morts. Nous allons revenir sur une sorte de récapitulatif de ces faits dans ces différents reportages que nous proposent Junior Roussin et Cyril Kouakam. Une cabine de Toyota Carina amochée, une pique-nique retournée à 180 degrés, des débris de voitures sur le bord de la route, c'est ce qui reste de l'accident de la circulation qui a tué 4 personnes ce jour sur la nationale numéro 5. Il est un peu plus de 9 h du matin, au lieu d'y descendre de la Moumé-Château, dans l'arrondissement de Kekem, quand le chauffeur de la pique-nique va perdre ses freins avant de percuter la Carina bleue qui a fini sa course dans ce ravin. L'état des véhicules témoigne de la violence du choc. Il descendait, la voiture montait ici. J'ai mis un pied sur le frein brusquement, il s'est compris, il est plus. Donc là, toute la pédale de frein est descendue au sol. J'ai essayé d'esquiver la voiture, il est rentré sur mon côté. Le côté de le temps de partir encore, on était dit à face à face. Donc j'ai essayé de partir n'importe quoi. La voiture était là devant moi. D'après les premiers témoignages, les passagers de la pique-nique ont eu la vie sauve grâce au airbag qui s'est déclenché après le choc. En fonction de la gravité des blessures, les rescapés ont été transportés dans plusieurs formations hospitalières. On a évacué des personnes à l'hôpital de Lomé qui étaient déjà morts, une femme avec un monsieur. Le chauffeur de la Carina lui-même, on l'a envoyé à Bafang. Bon, avant qu'on arrive à l'hôpital, lui aussi il est arrangé là. Il y a beaucoup de blessés ici. Là. La technique, il n'y a pas eu de mort, même pas de blessés graves parce que lui il a eu le airbag. L'enquête ouverte par les forces de l'ordre arrivées sur le lieu du sinistre devra établir les responsabilités de cette collision. Il s'agit du 4e accident meurtrier qui se produit au Cameroun en moins d'une semaine. La falaise de Tchang, à l'ouest du Cameroun, est la route de toutes les craintes. Juste entendre même le nom falaise dans un voyage, même si c'est un véhicule personnel, ça fait peur, juste le nom. Pour moi, quand je passe sur cet endroit, j'ai tellement peur. Franchement, ça fait peur à tout le monde, à tous ceux qui sont en train de voyager, puisque c'est la zone la plus risquée en fait sur le trajet de Douala-Ouest. J'ai pleuré parce que c'était mon premier, donc c'était ma toute première fois aller voir cette place-là. Parce que la route m'a effrayé. Plus de 5 virages sur plusieurs kilomètres. Ici, le pays se voit depuis le fond des ravins qui contournent cette falaise. Vous attendez à quoi quand un chauffeur a un plein virage à la falaise, si on le dit vraiment à la falaise, même si ce n'est pas la falaise. La route est matérialisée, personne ne veut respecter. Une fois sur cette route, plusieurs témoins disent retenir leur souffle, laissant place aux chauffeurs d'adopter les meilleures attitudes de survie. Rouler à une vitesse inférieure à 20, c'est-à-dire réduire la vitesse maximale quand il engage la descente ou la montée pour la sécurité des passagers. Moi, en tant que chauffeur, je m'arrange à être plus vigilant et je ralentis ma vitesse. À chaque tournant, je prends la peine de ralentir avant de prendre l'embranchement. La concentration et la patience se rouler parfois à 1 à l'heure. C'est comme ça qu'ils sont arrivés là-bas, ils sont obligés d'aller à 1 à l'heure jusqu'à ce qu'on arrive au terme de la falaise. En une semaine, cette falaise a pris la vie de plusieurs personnes. Les dates du 25 et du 12 juillet 2024 sont encore fraîches dans les mémoires. Joseph Claude Biliga, vous êtes automobiliste, vous avez été à l'auto-école. Que voyez-vous sur les routes? Qu'entendez-vous des automobilistes qui puissent justifier ces hécatombes sur les axes routiers au Cameroun? Il y a un célèbre musicien, je crois aujourd'hui décédé, qui avait chanté en disant « La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, à cause de nos nombreuses maladresses. » Donc il continue d'ailleurs au volant de votre voiture dans des conseils. Et nous sommes, nous les humains, nous les conducteurs, assez responsables de l'accident. Certes, nous ne sommes pas les seuls. L'état de nos voitures également peuvent être la cause de l'accident.
les causes d'accident peuvent également découler de l'état des routes. 30%. Sur 500 voitures comptabilisées ces 6 derniers mois, seuls 30 ont subi la visite technique automobile. C'est ce que je dis donc. Je dis donc qu'il y a des causes techniques dues à l'adversité de nos véhicules. Tout à l'heure, je vous disais que les gens qui contrôlent, même les gens du ministère des Transports qui font des contrôles en route, doivent pouvoir vérifier. Lorsque l'état d'usure des pneus n'est pas bon, qu'on essaie de mettre le véhicule de côté, par exemple, on ne le fait pas. Donc c'est l'une des causes. Il y a la cause des routes, l'état des routes. Lorsqu'on ne connaît pas l'état de route, lorsqu'on ne connaît pas la route, par exemple, et qu'on est en train de rouler vite ces derniers temps-ci, la route de Douala-Yaoundé, par exemple, elle est suffisamment détériorée, on peut tomber dans les trous. Et ça provoque des éclatements de roue, des tonneaux et autres. Et il y a également l'excès de vitesse. Parce que l'accident qui a lieu, par exemple, sur la route Yaoundé-Bafoussam, qui est une bonne route, elle est en bon état, parce que les gens se disent, lorsque la route est bonne, il faut rouler à une forte vitesse. Là également, ça peut être une cause. La falaise, comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'ai eu à rouler dessus, c'est l'un des endroits les plus dangereux. Il y a la falaise de Ngaoundélé et cette falaise de Sancho. Lorsqu'on descend en haut de Tchang, comme vous voulez, cette falaise-là, lorsqu'on la descend ou lorsqu'on la monte, on doit prendre des précautions. On doit s'assurer qu'on a des bons freins, on doit s'assurer qu'on est à la bonne vitesse et qu'on prend les virages d'une manière responsable. Malheureusement, ce n'est pas toujours cela. Et lorsqu'on y mêle également la fatigue des conducteurs qui ne savent pas qu'ils doivent s'arrêter à un moment donné, naturellement, des décatombes arrivent. Il y a beaucoup à faire également sur l'état des routes. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, lorsque tout à l'heure, vous avez pris l'exemple des routes qui sont faites il y a plus de 40 ans, le trafic n'était pas aux tendances qu'aujourd'hui. Et qu'entre-temps, on ne les a pas élargis, non pas aménagés. Ça reste également une grande conséquence, une grande cause des accidents. Lors de ces colloques dont je vous ai parlé du barreau, nous étions à côté on était en train de discuter avec un ancien bâtonnier du barreau de Côte d'Ivoire, et il nous a foutu une sorte de complexe en nous disant, écoutez, on a fait l'autoroute Abidjan-Bouaké. Bon, j'ai fait l'autoroute, je connais l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro que j'ai emprunté. Donc il a commencé à dire qu'il y a des autoroutes qu'on est en train de créer. Il disait qu'il y avait des péages un peu partout. Et ça m'a fait un sacré, comment je peux dire ça, un complexe, nous qui étions là. On s'est dit, chez nous, on n'arrive pas à faire ces autoroutes, alors qu'on aurait pu les faire. Mais le seul... Au Bénin également, c'est en train d'être fait. C'est en train d'être fait. Maintenant, la consolation il faut bien qu'il y ait des consolations, avec l'espoir que ça va s'améliorer, c'est qu'il y a quand même l'autoroute qu'on est en train de faire entre Kribi et Idéa, qui est aujourd'hui à l'Olabé, on parle de Kribi-Lolabé, qui est fini, avec des péages. Il y a l'autoroute de Simalène pour Yaoundé, qui est également faite. Maintenant, celle de Yaoundé, qui aurait pu être Douala-Yaoundé, à mon avis, aurait été beaucoup plus... on attend. Oui, mais moi ce que je dis même, excusez-moi de le dire, je le dis, et beaucoup de Camerounais le savent d'ailleurs, le disent également, cette autoroute devait être Douala-Yaoundé. Parce que si on avait commencé par Douala, qui est une ville industrielle, qui est une ville économique, qui est la capitale économique du Cameroun, pour aller à Yédé, qui est une ville industrielle, et qui est à quelques kilomètres de Kribi, qui est une ville portuaire et touristique. Du point de vue économique, je ne suis pas économiste, mais on aurait mieux gagné que de faire la route de Yaoundé qui va s'arrêter à Boum-Yébel, et où il n'y a rien pratiquement en termes d'apport. La seule consolation ou l'espoir, c'est que nous avons appris qu'il y a eu des rencontres au niveau des villages pour dire que cette route va continuer. Pour, espérons-le, arriver à Douala un jour, mais ça aurait été mieux qu'elle commence par Douala pour aller sur Yaoundé. Le poids économique de ces trois villes qu'elle aurait eu à desservir pourrait permettre que la rentabilité soit plus forte et on aurait mieux gagné, c'est ce que moi je pense à titre personnel. Merci beaucoup, Maître Joseph-Claude Biliga. Nous allons amorcer un autre pan de cette émission. Eh bien, la sortie de Paula Tangandji, le ministre de l'administration territoriale, ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. À l'occasion de la conférence semestrielle des gouverneurs, il est monté au créneau, lui présidant justement cette rencontre-là pour menacer de façon verte les leaders des formations politiques qui menaceraient, selon lui, l'ordre et la paix pendant cette période préélectorale. Une rencontre suivie par notre reporter Janice Kamga.
Une sortie fracassante du ministre de l'administration territoriale qui donne le ton des prochaines élections. Les élections, quand elles seront organisées, vont se dérouler. Et ceux qui vont tenter de perturber ce processus, je crois qu'ils vont regretter d'avoir même pensé dans leur vie entrer dans le jeu politique. Des mises en garde adressées aux adversaires politiques et concurrents de Paul Biya dans la course à la présidentielle à venir. Paul Atangandji ne compte pas leur faire de cadeaux. Première cible, Maurice Kamto. Visiblement décidé à clore le débat au sujet d'une éventuelle candidature, le MINAT sort les archives. Ici projetée, une vidéo du leader du MRC dans laquelle il déclare son parti forfait pour le double scrutin de 2020. Il sera pris au mot. Une posture irresponsable, un comportement anti-républicain, un acte de défiance selon les termes employés par le MINAT. L'épisode de 2020 semble lui être resté en travers de la gorge et les récentes sorties de l'opposant n'ont rien arrangé. Il y en a qui travaillent pour la paix, il y en a qui travaillent pour la tranquillité, mais il y en a qui prêchent le chaos et le désordre. Autres détracteurs dans le viseur, Cabral Libi et Jean-Michel Lintieux, dont les cas sont cités comme des contre-exemples. Il y a 2 députés qui sont dans le collimateur des autorités administratives. Je vais être clair. Et ces députés donc à bien se tenir. Sur un ton sarcastique, Paul Atangandji les met également en garde contre toute attitude conspirationniste. Ils feront face à la rigueur de la loi. Le trou devient de plus en plus large. Mais quand vous tombez dans votre propre trou, l'autorité administrative, s'il verse la terre, il va vous voir souffrir avant de mourir. Nous sommes des chrétiens, on n'aime pas voir les gens souffrir. On va cimenter une fois, on met le ciment. C'est le béton, on met le ciment une fois, comme ça on vous oublie. Son recadrage va aussi à l'endroit des patrons de presse convoqués exceptionnellement à ces travaux. Ils devront encadrer la conduite des émissions de débat sur leurs antennes. Les critiques, écarts de langage et outrages à l'égard du président de la République ne seront pas tolérés. Pour les élections, ce sera donc tolérance zéro. Le décor est campé, les instruments juridiques convoqués et les acteurs sensibilisés pour des élections qui, on l'espère, ne seront pas de braise. Eh bien, la conférence des gouverneurs qui vient de se tenir à Yaoundé DRC sur l'ordre et la paix en période préélectorale. Et bien avant ce conclave, le ministre de l'administration territoriale a multiplié des sorties et les a d'ailleurs réitérées pendant cette session. Paul Atangandji profère des menaces contre certains leaders des formations politiques de l'opposition, notamment, on l'a dit dans ce reportage de Janice Kamga, Cabral Libi du PCRN, Maurice Kamto du MRC, Jean-Michel Lintieux qui porte une coalition qui plébiscite Maurice Kamto comme le futur candidat de cette alliance. Eh bien, certains observateurs, maître Joseph-Claude Biliga, voient en ces propos de Paul Atangandji la trahison d'une frilosité qui serait celle du gouvernement en ce moment, à la veille de la présidentielle de 2025. Comment vous analysez cela? Il faut voir ça de 2 manières. Il y a du côté la forme. La forme, chacun de nous a une façon de s'exprimer. Le ministre s'exprime, je crois qu'un autre ministre du RDPC ne s'exprimerait pas de la même manière. On a vu le ministre, l'actuel ministre de la communication. Non, il est ministre, il est militant du RDPC. Oui, je veux dire que celui qui a son prédécesseur de son prédécesseur, le ministre Emmanuel Sadi, n'aurait pas utilisé les mêmes termes, n'aurait pas utilisé la même méthode. C'est là que je parle de la forme. Mais le fond aurait été le même. C'est-à-dire quoi? Dire aux autres, ne mettez pas de désordre. C'est tout simplement ça le message, le fond du message. C'est-à-dire que nous ne tolérerons pas qu'il y ait de désordre pendant la période préélectorale. Parce qu'il faut quand même avouer que lorsqu'on suit parfois certains de nos hommes politiques, c'est des menaces. Une menace
Il y a un qui avait dit, le jour où on va convoquer les élections, c'est-à-dire le corps électoral, cela voudrait dire qu'on a lancé les hostilités et tout le monde va sortir. C'est des choses qu'il faut éviter. On peut bien ne pas être d'accord, mais lorsque on est leader politique et qu'on a un message agressif, il faut bien qu'on sente que l'État, qui est un monstre froid, est là et il vous écoute. Et cet État est représenté aujourd'hui par le ministre Atangandji. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aime sa méthode ou pas, il faut retenir le message. Nous allons aux élections, évitons que les élections soient, comment je dis ça, une cause de trouble à l'ordre public. C'est lui qui est le garant de l'ordre public. Dans certains pays, on l'appelle ministre de l'Intérieur. Donc c'est lui qui est en charge de ces trucs-là. En communication, la manière compte parfois un peu plus que le message. C'est-à-dire qu'on se préoccupe davantage. Nous sommes en communication politique. Nous sommes entièrement d'accord. Et nous avons là un champ lexical de guerre, un champ lexical de la mort, s'il faut que je ne sais pas si vous n'allez pas très loin là. Non, je reste sur les mots. Oui. On va vous mettre dans un trou, ou votre trou, on va cimenter, on va vous oublier. Vous n'allez pas vous souvenir d'avoir été candidat une fois de votre vie à une consultation électorale, etc. Dans un contexte comme celui du Cameroun, où il y a une tension, on ne peut plus latente. Est-ce le moment de suivre ces formations politiques de l'opposition dans leur méthode? Vous parliez tantôt d'agressivité. Est-ce le moment, ou alors est-ce judicieux de les suivre dans cette façon de faire? Tout à l'heure, je parle de la forme. Je vais vous donner deux déclarations. On va les nettoyer au scrateur. Première déclaration. Deuxième déclaration, barre-toi pauvre con. Élément de qui? Devinette? D'un président de la République en France. Comparaison est-il raison? Non. J'ai dit d'un président de la République française. Je ne citerai pas son nom. Ici, nous parlons d'un ministre. Là-bas, il s'agit d'un président de la République. Ça veut dire que le langage peut être dû à ce qu'on a en face. Certes, on demande à nos responsables de se maîtriser. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, que si c'était, par exemple, un autre ministre, on n'aurait peut-être pas la même façon de parler. Mais le fond serait là. C'est-à-dire dire, vous qui faites des menaces, vous qui dites que vous allez mettre le désordre dans ce pays, sachez que les élections vont se passer dans le calme et il y aura des gens qui seront en face de vous. Si vous apportez le désordre, vous trouverez des gens en face de vous. C'est ça le message. C'est ça qui est le plus important à entendre. Le reste, je dis, on ne peut pas obliger quelqu'un qui a sa façon de faire, de dire et de s'exprimer, de poser notre façon, sa manière. Cette façon-là aura un impact positif ou négatif? C'est la question également. Non, je dis, oui, positif si ceux à qui il l'a adressé ont compris le message. En disant, cessez de venir chaque fois menacer, en disant que 2025 sera. Si vous le dites, nous aussi, nous serons là pour vous attendre. C'est ça peut être le côté positif. Le côté, je ne veux pas dire négatif, c'est que, parce que là, ce sera un principe de précaution qu'on aura appliqué. Parce qu'on accusera également le gouvernement s'il laissait faire d'avoir été laxiste. Ça également, il faut le noter. Maintenant, le côté négatif, c'est vrai que malgré cela, malgré ces menaces, que cette mise en garde, moi j'appelle ça mise en garde, que les personnes à qui ces mises en garde sont adressées passent outre, essayent de mettre l'État à l'épreuve. Est-ce que cela ne va pas conduire à radicaliser davantage les positions? Mais pourquoi vous Puisqu'on s'adresse à des aînés, on s'adresse à des responsables des formations politiques qui ont des milliers de personnes qui les suivent. Pourquoi voulez-vous que ça radicalise? C'est pas ce que je veux. Moi, au-delà de la forme. Je fais une analyse de la communication politique. Moi, je ne suis pas expert en communication politique. Ou communication tout court. Quand on vous parle avec agressivité, comment est-ce que vous réagissez? Je ne vais pas faire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est recevoir le message. Et le message est passé. C'est le plus important. Le message est celui-ci. J'aime prendre l'exemple, je l'ai dit une fois sur un plateau de télévision, mes copanélistes ont voulu transformer ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il y a un animal qu'on appelle le cotral. Hyper venimeux. Si vous mourrez, vous mourrez. Il n'y a même pas de solution. Et pour ne pas avoir utilisé son venin, qu'est-ce que cet animal fait? Ce serpent fait?
il fait teinter sa queue. La nature lui a doté d'une queue qui fait du bruit. Donc lorsqu'il se sent menacé, il se met à faire teinter sa queue. Sa queue, ouais. Si vous êtes au courant, c'est pour vous dire, écoutez, je ne veux pas vous mordre. Mais si vous franchissez cette barre, je serai obligé de vous mordre. Je crois que c'est le même message. Comment assainir le jeu politique pour qu'on n'arrive pas pour assainir le jeu politique, il faut bien que ceux qui prennent le micro, les gens de l'opposition, utilisent un langage civilisé aussi. Pourquoi sur 360 partis de politique ou de leaders politiques, on parle de 2 ou de 3? Ce sont les principaux challengers. Je ne sais pas si c'est tu es principal challenger. Je parle davantage, on parle davantage de Cabral Libi. Les Matumba sont là aussi. Hein. Les Matumba aussi sont là aussi. Ils avaient quel rang lors de la dernière présidentielle? Aussi étaient là aussi. Ils n'avaient pas 5%. Non, le problème, ce n'est pas le pourcentage. Non, c'est important. Vous parlez des challengers. Et je dis les challengers d'hier ne sont pas forcément ceux de demain. On a vu des gens qui étaient nulle part hier, qui pourraient vous dire qu'en France, celui qui est candidat de RN, Barthélémy, pouvait être à ce niveau-là. Donc je veux dire que les challengers, il ne faut pas seulement rester dans les dernières élections. Ce que je vais faire comprendre, c'est que qu'on soit premier ou deuxième ou dernière élection, ça ne vous donne pas le droit de ne pas utiliser un langage châtié lorsqu'on s'adresse à vos militants ou au peuple camerounais. On a écouté par exemple ces challengers-là dire dans leurs différentes sorties que leur réaction est proportionnelle à ce qu'eux également ils ont en face, qu'ils vivent une sorte d'agressivité, une sorte de tricherie politique qui ne permet pas qu'on aille aux élections à armes égales. Nous allons justement questionner un autre pan de cette problématique, Maître Claude Biliga. Paula Tangandji insiste davantage sur la présidentielle. Il y a les municipales, il y a les législatives qui sont d'ailleurs prévues en 2025, en février, si jamais on respecte le calendrier, s'il n'y a pas prorogation du mandat. Est-ce que ça ne laisse pas penser qu'il y a un projet de prorogation du mandat pour faire passer avant tout la présidentielle et disqualifier les principaux challengers d'hier? J'ai été conseiller municipal, vous l'avez dit, pendant 18 ans. Ça équivalait normalement, ça devait faire 3 mandats de 15 ans. Donc j'ai eu une prorogation de 3 ans sur les 18 ans que j'ai eu à faire. Pourquoi arriver à cette systématisation? Non, le problème, c'est pas pourquoi l'évoquer aujourd'hui. Parce que ceux qui l'évoquent aujourd'hui, entre autres les niches, en ont bénéficié. Pourquoi à l'époque ils n'ont pas dit non, et comme il y a prorogation, je ne veux pas. On a vu un conseil municipal refuser. Limi Lobé. Il avait dit, lui, il ne veut pas dans les prorogations. Il a été élu pour 5 ans, les 5 ans sont partis. Il démissionne. Donc je dis, il ne faut pas non plus donner aux gens cette licence de pouvoir dire une chose et ne pas assumer leur parole ou leur responsabilité. Si vous estimez que la prorogation, encore qu'elle est légale, elle est constitutionnelle, ne vous arrange pas, vous demandez à ne pas en profiter. Voilà une occasion pour ces députés-là, ceux qui disent que non, c'est encore la prorogation. Si elle est actée, comme cela semble être le cas, si elle est actée, ils n'auront qu'à dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec cette prorogation et à tirer toutes les conséquences en démissionnant, en arrêtant leur mandat. Parce qu'il est tout à fait, moi je trouve ça, je ne vais pas dire inadmissible, mais un peu risible, qu'on dise qu'on ne veut pas la prorogation, mais qu'on en profite. Puisque lorsqu'on va proroger, vous avez 18 mois supplémentaires. Donc moi je dis, le problème c'est pas pourquoi est-ce qu'on parle de la prorogation aujourd'hui, ça devient un problème, alors que hier ce n'était pas un problème. Mais tout simplement parce que le ministre l'a dit. On analyse les faits, Maître Joseph-Claude Biliga. 2025, c'est une année charnière en matière de consultation électorale au Cameroun. On attend, je parlais tantôt du calendrier, convocation du corps électoral en novembre et en octobre pour ce qui est de la présidentielle et des municipales et législatives. On a un ministre de l'administration territoriale qui, pendant 2 jours, a mis l'emphase sur la présidentielle. Ça donne justement à penser que peut-être dans les secrets, la présidentielle passerait avant les municipales. Je vous ai dit, c'est une possibilité. Si les députés l'acceptent, ce sera fait.
Ce ne sera pas une surprise si mais cette loi est déposée. Pourquoi aujourd'hui vous voulez que ça soit une surprise alors que ça n'a pas été une surprise hier ou avant-hier? Vous dites l'année charnière, 2018 c'est l'année charnière également, il y a eu des élections. 2020 c'était une année où ceux qui voulaient être candidats savaient bien, connaissent la loi, savent que lorsque vous devez avoir au moins un député ou un élu, ils auraient bien pu aller aux élections en 2020. Il y a eu les élections régionales qui ont eu lieu, ça fait pas très longtemps, et même cette fois sénatoriale. Pourquoi toutes ces élections, on n'est pas allé? Donc je veux dire qu'il faut pas, il y a un principe de droit qui dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Eh bien, on a compris. Ces différentes sorties du ministre de l'administration territoriale n'ont pas manqué de susciter la réaction des personnes indexées, tout au moins, et des acteurs de la société civile que Janice Kamga a pris le soin de rencontrer et d'enregistrer. Reportage. Pour la classe politique, la communication du MINAT est comparable à un numéro de saltimbanque, digne du fou du roi. Nous sommes indignés par les déclarations d'un personnage qui avait davantage l'allure d'un plaisantin. M. Atanga dit c'est le Jean-Michel Cancan du gouvernement avec le talent et les idées en moins. Des sorties comme celle de ce 3 juillet où il tempête, ils en ont vu d'autres. Je n'ai pas eu peur hier, je n'ai pas peur aujourd'hui, je n'aurai pas peur demain. Et aucun de mes militants, aucun de mes sympathisants n'a peur et n'a à avoir peur. Les agissements puérils et d'amusement d'un ministre de la République, alors que le Cameroun traverse des moments difficiles, ne peuvent au pire que nous indigner. Ces déclarations, n'est-ce pas, c'est bon pour la poubelle. Pour eux, menaces et intimidations à un moment crucial où les inscriptions sur les listes électorales battent leur plein ne sont que pure diversion. Que l'intimidation n'essouffle pas ou ne mousse pas votre engagement au changement, il y a des centaines de milliers de jeunes Camerounais qui sont en train de faire irruption dans le champ politique, qui sont en train de s'inscrire sur les listes électorales, et c'est au peuple de décider. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, comme les jeunes disent, ils n'ont qu'à sauter et caler en l'air. L'analyse sous le prisme des pratiques démocratiques pousse la société civile à s'indigner. Elle déplore des sorties qui scellent leur recul dans le pays et les symptômes d'une gouvernance à tête chercheuse. Elle craint une présidentielle à venir déjà taillée à la mesure du candidat du parti au pouvoir. Les élections 2025 sont très menacées. Menacées par une administration qui malheureusement a de la peine pour accepter une alternance. La dernière sortie montre à suffisance que M. Atanga était un adversaire non seulement des élections, mais était aussi des élections libres et justes et transparentes, mais aussi un adversaire de la démocratie. Il y a beaucoup de paramètres qui font croire que l'élection présidentielle de l'année prochaine, il ne faut pas que certains rêvent à devenir même candidat ou à être élu. À l'heure où les acteurs du jeu politique se regardent en chien de faïence, un regard est porté vers l'arbitre, réputé mendiant de paix. Retour sur ce plateau avec vous, maître Joseph-Claude Biliga. Donc, le Cameroun est transpercé par des crises multiples. Crise sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun, crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des régions déclarées économiquement sinistrées. On vit une inflation galopante au Cameroun. Il y a une prolifération des discours de haine. Les ménages suffoquent sous la vie chère. Et face à autant de fléaux, comment répondez-vous, alors que répondez-vous à ceux qui ont l'impression que le gouvernement fait du dilatoire en concentrant les émotions, l'attention des populations sur ce qu'on peut qualifier de politique, FECAFOOT, MINSEB, c'est vrai qu'on est en train d'y sortir un tout petit peu. Voilà des faits marquants, des faits saillants sous lesquels ploie le Cameroun. On n'a pas l'impression qu'on en parle avec la même tonalité lorsque on voudrait menacer certains leaders des formations politiques. Tout à l'heure, je le disais, la réplique du ministre est parfois due au langage aussi ordurier des hommes politiques. Il faut quand même avoir l'honnêteté et l'intention de le dire. Moi, je viens de suivre les termes Jean-Michel Cancan. C'est un terme plaisantin, s'agissant d'un ministre de la République. Par des gens qui ont eu
Certains sont des députés et d'autres ne le sont pas. Si vous laissez ça, ce genre de message se propager, ne soyez pas surpris de la réponse du ministre. Parce que c'est pour ça que je dis, oui, moi je ne parlerai pas comme le ministre, ça vous êtes sûr et certain que même si je dirais les mêmes choses, mais sans utiliser le même langage, comme je l'ai dit avec le ministre Emmanuel René Sadi, qui aurait bien pu dire la même chose. Avec de la manière. Avec la manière. Mais c'est le ministre, c'est sa nature, on ne va pas changer. Par contre, ceux qui doivent le répondre, ou bien qui le provoquent, doivent pouvoir se dire qu'eux, au moins, eux peuvent prendre également la hauteur. Lorsque je vois mon jeune frère, jeune fils Cabral utiliser ce langage, je me dis, il peut utiliser notre langage. Atteindre le même objectif, dire la même chose, dire qu'il n'est pas content. Donc, dire à un ministre qu'il est plaisantin, dire que les gens Michel Cancran, etc. Moi, je dis, ne soyez pas surpris c'est un être humain qui reçoit les flèches et qui réagisse par le bâton. Qui réagisse par le bâton, parce que pour le moment, en attendant, en utilisant l'anglophone disent by time being. C'est-à-dire pour le moment, c'est lui qui a le pouvoir. Lorsque les autres viendront, ils feront même pire. Et pour le moment... Ils feront même pire, hein, soyez-en sûrs. Et on n'encourage pas, on ne souhaite pas justement qu'on en arrive là, que ce soit un contexte d'arène où on se donne des coups. Ouais, mais c'est ça, malheureusement. En dessous de la ceinture parfois. Tout à l'heure, vous parliez de quoi, de la FECAFOOT et autres. Oui. Que c'était... Non, c'est pas l'État qui vous envoie sur les Facebook. Il y a des gens qui font... Il y a des gens qui pondent 30, 40, 50 posts par jour sur la FECAFOOT, sur Eto, etc. C'est pas le gouvernement qui vous demande de le faire. Est-ce que le gouvernement ne donne pas matière? Pendant ce temps, le gouvernement ne donne-t-il pas matière à poster des textes pas du tout. Sur les Puisque réseaux vous sociaux? ne faites pas la même chose, vous. Moi, j'écris mes poèmes, j'en profite pour écrire mes poèmes. Par exemple, le Facebook et autres, pendant que vous êtes là en train d'insulter, enfin pas vous, je dis les autres, sont là en train de parler de matin au midi au soir de la FECAFOOT, du MINSEF et de manière générale, au MINFOOT, comme ils disent, nous autres on utilise faire autre chose. Et nous également, à Canal 2, nous utilisons autre chose, nos caméras, pour faire le tour des principaux axes routiers, nos villes de plus en plus sales, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala. Ici à Douala, juste derrière la prison principale, croulent des immondices géantes. Elles ont été visitées par nos reporters à Douala, Cyril Kwakam, à Bamenda, par Haroun Nazira, à travers les images que nous ont proposées. Notre correspondant nous a proposé notre correspondant Annie Collins. Reportage. Pour la classe politique, la communication... Ici, pas de bac à ordures. C'est à même le sol que ce jeune homme déverse ses épluchures de maïs. Le mur de la prison centrale de Noubel à Douala croule sous le poids des déchets. À Douala, c'est grave. Il n'y a même pas les bacs à ordures. Les ordures sont éparpillés partout. Les rigoles, alors, n'en parlons plus. De ce trou s'échappe une eau souillée provenant de l'intérieur de la prison. Tout près, une toilette fortuite à ciel ouvert. Ce caniveau qui sépare le mur de la prison et la chaussée où reposent des matières organiques est un véritable foyer de moustiques. Bouteilles plastiques, peaux d'orange et autres. Moi, je pense qu'on est en train de nous distraire avec la FECAFOOT et le MINSEF. Pourtant, les Camerounais, la population est malade. Et demain, on viendra nous partager les moustiquaires. Que prenez les moustiquaires, dormez avec les moustiquaires. Dans presque tous les carrefours de la ville, des ordures traînent ça et là. Pour certains, les gouvernants doivent prendre le problème à bras le corps. Les ordures là, ça fait honte, il faut enlever. Ça, c'est l'intoxication. Dans notre pays, on reste dans les ordures, on mange les ordures. Ce n'est pas bien, ça fait honte. Franchement, il faut vraiment voir ça. Tout à côté, la population, elle aussi, a son rôle à jouer afin de garder la ville propre. Des ordures de plus qui s'ajoutent au tas d'immondices qui côtoient le bâtiment de l'hôpital régional de Bamenda. Placés sur la chaussée, ces détritus empêchent la circulation des véhicules. Piétons, automobilistes ou même commerçants, tous sont affectés par ces ordures qui leur mènent la vie dure.
Les gens viennent jeter les ordures ici par terre et les odeurs nous dérangent. Nous sommes obligés de vivre au quotidien avec les cache-nez. Ça empêche également les véhicules de se déplacer. La route est saturée. Selon les riverains, les agents de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité n'ont pas effectué de ramassage dans cette zone depuis plus d'1 mois. Nos bailleurs s'en foutent de la situation d'insalubrité. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre leur argent du bail à la fin du mois. Pour eux, cette charge incombe au gouvernement. Cela fait plus d'1 mois que les agents d'Isacam ne sont pas passés ici ramasser les ordures. Nous, on souffre le martyre. En attendant que ces ordures soient déportées, les habitants de cette zone ont repris l'habitude des cache-nids. Il faut bien se protéger pour ne pas finir malade à cause des odeurs nauséabondes des ordures. Vous l'avez vu, Douala est devenu un vaste dépotoir, même des quartiers administratifs comme Bonanjo, Chapa ou Montagne d'ordures. Maître Joseph-Claude Biliga, ancien conseiller municipal à la commune de Ndom, que sont devenues les promesses de la décentralisation pour améliorer le quotidien des populations? Mais ça se voit, hein. Peut-être qu'on ne voit pas ça beaucoup, mais lorsque vous regardez par exemple aujourd'hui les travaux qui sont en train d'être faits à Douala, par exemple, par la communauté, par la mairie de la ville, c'est quand même le fait de la décentralisation. Le minimum quand même, c'est d'enlever les ordures, non? Lorsque vous voyez le travail, par exemple, à la mairie de la 5e, dont je dépends, on voit quand même qu'il y a de l'amélioration. Maintenant, il y a un problème qui est un problème réel et qui est grave, mais qui ne concerne pas seulement Douala, qui concerne Yaoundé, pratiquement toutes les villes du Cameroun, c'est ce problème d'ordures ménagères. On en voit moins à Bouya, Samélima et Bafoussam. Pardon? On en voit moins à mais Bamenda, parce que c'est pas les mêmes, Bafoussam c'est pas les mêmes villes, c'est pas la même étendue. Je vous donne un exemple de Douala. Lorsque nous grandissions, là où on déposait les ordures, le dépotoir d'ordures des Isacam, c'était pas très loin du campus 2, là où on appelle Makape Misoke. Lorsque vous dépassez le campus 2, un peu avant le commissariat, dans cette zone-là, les gens ont construit là-dedans. Et après, ils sont allés un peu plus loin, du côté de Makape Saint-Tropez, dans cette zone-là, il y a également un autre. Maintenant, ils ont allé à Génie militaire. Aujourd'hui, vous imaginez, au fur et à mesure que la population s'agrandit, il faut prendre des longues distances pour trouver des endroits où on va verser ces ordures-là. Donc, ça implique qu'il faut beaucoup de camions, il faut beaucoup de carburant, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire, beaucoup d'employés pour pouvoir faire tout ce travail. Malheureusement, ça ne suit pas. Je vous attends que dans certains pays aujourd'hui, vous arriverez dans beaucoup de pays, vous ne verrez pas des ordures. Parce qu'on a trouvé les moyens de pouvoir Rwanda, par exemple. les recycler. J'ai été au Rwanda plusieurs fois. Oui. Les recycler. Les bouteilles et autres, ce travail est en train d'être fait d'ailleurs par certaines personnes, qu'on peut recycler. Les verres également, les bouteilles en plastique, les verres. C'est la main d'œuvre qui manque au Cameroun. Non, je dis non, je pense qu'il y a, je ne veux pas dire volonté politique, hein, si tu le dirais, vous me dire, mais écoutez, non, je pense qu'il faudrait. Vous n'allez pas être truandé si vous êtes convaincu que c'est la vérité. Non, je pense que les solutions sont en train d'être données. Il ne faut pas qu'il y ait un monopole, par exemple, qu'il y ait une seule société qui le fait. Il faut que la mairie mette également la main dans la poche, ou bien dans les ordures, dans certaines mairies. Nous, quand on était jeunes, il n'y avait pas de Isacam. Timi Ovouna, maire de Yaoundé, disait en son temps, payer Isacam, il disait ça parfois. Oui. Peut-être si on le payait. Oui, mais je pense que ça doit être l'une des raisons. Et il faut payer, ça coûte cher, parce que le carburant coûte cher, le matériel coûte cher, etc. Il faut qu'on puisse le faire. Dans tous les cas, pour le citoyen lambda que je suis, c'est dont j'attends du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'ordure, que j'ai de l'eau, que j'ai de la lumière, lorsque je suis malade, que j'ai à l'hôpital. Rien ne peut dédouaner le gouvernement de ses missions régaliennes. Rien. Ça sent et rien. Il faut ça que je me sente en sécurité. C'est ça le rôle du gouvernement. Et que ce soit le gouvernement central ou à travers les CTD comme communauté territoriale décentralisée, que cela soit fait. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Alors, cette semaine également, un autre fait qui a défrayé la chronique, c'est l'image de la fille du chef de l'État, M. Pavanon, sur les réseaux sociaux, avec une compagne
ce qui semble choquer au regard des mœurs et de la loi camerounaise. Et donc, au cours de cette semaine, les chefs Sawa sont montés au créneau pour dire non à l'homosexualité au Cameroun. Nous vous proposons ce reportage que nous propose Lille Pigeot. Les chefs traditionnels Sawa du Vouri s'opposent et condamnent farouchement l'homosexualité. Nous avons réitéré ce que nous répétons à chacune de nos sorties, notre opposition et notre condamnation ferme de l'homosexualité. Ils demandent à l'État de demeurer ferme et de sanctionner durement ce comportement déviant. Réunis pour leur traditionnelle communication sur l'état de santé du Vouri à Douala, ces garants de la tradition se sont exprimés en 7 points. Entre autres, ce côté pervers des réseaux sociaux qui détruisent la jeunesse et fait perdre à ces jeunes les valeurs africaines. Les nuisances sonores doivent être combattues avec la dernière énergie. Sur le foncier dans le Vouri, il faut continuer à veiller sur la préservation du foncier Sawa, en diminuant les DUP et en fixant une limite au-delà de laquelle aucune personne physique ne peut, à titre privé, avoir des terres en dehors de sa région d'origine. Sur le climat général qui prévaut actuellement au Cameroun, ces chefs traditionnels Sawa sont inquiets face à l'explosion du coût de certains services de l'État, notamment la délivrance de la carte nationale d'identité, l'augmentation des impôts et prélèvements divers sur les revenus des citoyens, entre autres. Pour terminer, ils recommandent aux enfants Sawa d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour faire entendre leur voix lors des échéances électorales à venir. Nous invitons les Sawa à sortir de leur torpeur. Nous invitons tous nos filles et tous nos fils à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Pour le peuple Sawa, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Cameroun en général et en particulier pour le département du Vouri. Réaction en 30 secondes sur sa différente sortie des chefs Sawa. Oh, ils ont parlé de beaucoup de choses, hein. L'inscription sur liste électorale, par exemple. Par exemple, oui. Il faut qu'on y aille. Maintenant, je pense que dans votre question, vous voulez que je parle de coming out, de ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Moi, je dis, jusqu'à présent, l'homosexualité est une infraction au Cameroun. Tant qu'elle n'a pas encore été, la loi n'a pas encore été abrogée, et pour que cette infraction cesse d'être une infraction, elle doit être considérée comme telle. Et tous ceux qui posent des actes homosexuels doivent être considérés comme étant des personnes qui ont posé des actes contre la loi, tout simplement. Merci. Nous allons sortir de cette émission en vous proposant cet autre fait. Il s'agit bien sûr du président de la Fédération camerounaise de football qui était devant la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Des griefs de tripatouillage de match n'ont pas été retenus contre sa personne, mais pour ce qui est de la discipline à la suite d'un partenariat avec une entreprise de paris sportifs, nous vous proposons 2 reportages qui reviennent sur les sanctions de la CAF et le regard des analystes. Avec l'intention de Samuel Eto'o de faire appel devant le jury d'appel de la Confédération africaine de football, l'affaire opposant le président de la FECAFOOT à certains acteurs du foot camerounais sur les violations des principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif est loin d'avoir livré son verdict. Ils ont 3 jours pour interjeter appel. Ensuite, le jury d'appel prononcera sa décision. Et sur le plan de la procédure, ils auront 10 jours pour intenter un recours devant le tribunal arbitral du sport et éventuellement devant le tribunal fédéral suisse s'il y a des matières qui peuvent aller devant la plus haute juridiction suisse. Dans le communiqué rendu public ce 5 juillet, les conseils de Samuel Eto'o relèvent des vides juridiques dans les décisions rendues par le jury disciplinaire de la CAF, notamment l'absence en son sein d'un code ou d'une commission d'éthique. Peut-être une fenêtre de tir. En l'absence de règles d'éthique qui existent, il n'est pas possible de prononcer une décision sanctionnant la violation de règles éthiques. Donc ça peut être le code éthique lui-même, ça peut être les statuts ou un tout autre règlement qui contiendrait des règles d'éthique. Il faudra donc attendre l'aboutissement de la procédure par le verdict du jury d'appel pour affirmer si oui ou non Samuel Eto'o
est coupable de violation et des principes éthiques. Et donc, il resterait éligible à toute élection dans le football. Pour le moment, je pense que rien ne dit encore qu'il ne pourra pas briguer le mandat. Il ne faudrait pas que l'acharnement ou la haine que nourrissent certaines personnes se confondent finalement à une contagion et que tout le monde pense qu'effectivement cette décision pourrait lui retirer le droit de candidater pour une prochaine mandature à la tête de la Fédération camerounaise de football. Comme quoi, il faut lire avec méthode et sans émotion. Le feuilleton Samuel Eto'o à la Confédération africaine de football est loin d'être terminé. À peine le verdict rendu, le président de la FECAFOOT annonce déjà son intention de faire appel. Parce qu'il a bâti sa carrière sur le monsieur propre, sur l'éthique, donc ça ne peut pas être une bonne décision pour lui. C'est peut-être la raison pour laquelle il a fait appel pour essayer de se blanchir complètement. Donc l'euphorie générale qui vise à penser qu'il sort triomphant de cette querelle-là, auquel je ne la vois pas comme ça. Samuel Eto'o, coupable de viol des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité édictés par l'article 2, alinéa 3 des statuts de la CAF, le verdict pourrait avoir des conséquences sur ses ambitions à venir. Pour la culpabilité qui lui a été infligée au niveau de l'éthique, je pense qu'il est de bon ton de faire appel puisque ça pourrait être préjudiciable pour lui dans la suite de sa carrière comme administrateur ou dirigeant de football. Vous savez, le code d'éthique dans le football est une affaire de mœurs. Le football camerounais entre deux feux et son président sur le grill, ce tableau entache depuis quelque temps le développement du sport roi. Il faut que chacun essaye de mettre de l'eau dans son vin. Toutes les parties prenantes à cette malheureuse affaire puissent s'asseoir, je redis encore, toute une table et de trouver un consensus pour que le football camerounais continue à évoluer comme ça avait déjà été le cas. Élu le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o poursuit son bail à la tête de la FECAFOOT, tiraillé par des affaires et des crises en série. Alors, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, a été blanchi sur Maître Joseph. Comme ça. Et je me serais attendu qu'on dise que l'histoire, c'est que l'information, c'est qu'elle a été branchée. C'est ça l'information en réalité. Le fait qu'elle a été condamnée pour l'histoire de Isbeth, etc., pour moi, c'est secondaire. Parce que tout le monde était convaincu qu'on ne se soit vrai. On parlait il y avait trois même, je crois. Trois au moins. On parlait de normalisation, etc. C'était ça l'information. Tout le monde était convaincu. Nous sommes journalistes. Tout le monde était convaincu. On ne met pas les émotions, comme on le dit très souvent. Vous m'avez invité pour donner mon avis. Non, vous n'allez pas nous dire que l'information, c'est ceci. Qui vous demande de choisir un pan. Vous remettez en question notre traitement journalistique. Non. Vous m'avez invité, je vous donne mon point de vue. La vérité est cela. Le président Samuel Eto'o fils a été blanchi sur des présumés trucages de match. Ça, c'est un fait. Mais ça n'a pas été mis en exergue. Ça, c'est un fait. Non, ça n'a pas été mis en exergue. Moi, je vais tendance, c'est qu'on mette en exergue le fait que, contrairement à ce que tout le monde disait, pensait, et on pensait qu'on devait le suspendre, qu'on mettre la normalisation en place, il n'a pas été suspendu. On n'a pas la même mesurette, on vient d'écouter les confrères qui sont exprimés sur la question. On nous dit, c'est qu'on met en exergue ce fait qu'il a été condamné parce que le problème d'éthique. Moi, je pense que c'est mon point de vue. Alors maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, dans le moment c'est l'un de mes tout derniers postes, où j'avais dit qu'on laisse la justice faire son travail, que ce soit la justice de la CAF ou de la FIFA. Qu'on la laisse, parce que quand les présidents de clubs amateurs, dit-on, qui dont certains sont même plus présidents, non pas de club, ont commencé à évoquer le problème de nationalité. Tout le monde, ceux qui comprennent, ont commencé à se dire que peut-être qu'Eto'o, leur vœu de voir Eto'o être débarqué de la FECAFOOT ne sera pas exaucé, pour cette raison qu'ils sont en train de chercher une autre porte de sortie. Je pense qu'il est grand temps qu'on laisse ce monsieur travailler. Je le dis vraiment de manière honnête. Parce que, il ne faut pas imaginer ce gars, c'est une icône. Et dans tous les pays du monde, on protège les icônes. Ce sont les êtres humains pour avoir les fautes, les erreurs. On peut critiquer. Mais dans le cas d'Eto'o, ce n'est pas de la critique. C'est le dénigrement, j'ai même le mot d'une personne comme ça. C'est le dénigrement permanent. À tout moment, on suit la petite bête partout.
Il a pleuré le jour où le Cameroun a gagné son match pour être qualifié à la dernière coupe. On s'est moqué de lui. Quand il danse, on se moque de lui. Non, je pense que qu'on laisse ce monsieur, il a encore 1 an qui finit son mandat. Parce qu'on est une icône, on ne doit pas respecter l'éthique. Non, quelle éthique il y a? Isbeth, combien de... S'il vous plaît, on ne va pas faire la publicité. Ah non, donc, voilà. de cette entreprise-là, vous avez vu plusieurs fois, plusieurs joueurs avec les images. On parle des griefs d'éthique. Beaucoup de joueurs. C'est pour cela qu'il était, entre autres, devant la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Je tiens à indiquer que cette structure est une structure qui sponsorise la CAF. La CAF. La CAF a ces textes, vous avez lu. Ah non, je veux seulement vous dire que... Vous n'avez pas peut-être lu l'ensemble des articles qui organisent la CAF. Est-ce que cette structure... qu'il a été incriminé ou qu'il est passé devant cette commission? Est-ce que je repose une question? Est-ce que cette structure est également cette structure qui sponsorise la CAF? Qui sponsorise plusieurs confédérations camerounaises, africaines et autres? Donc je vais dire que... Vous êtes avocat, Maître Claude Biliga. Je ne suis pas avocat, mais je suis gêné. Non, vous êtes Maître Claude Biliga. Vous êtes avocat, et c'est justement parce que vous êtes avocat que je vous ai invité sur ce plateau pour parler du droit. S'il y a des textes de la CAF qui condamnent des règles qui manquent à l'éthique, c'est tout à fait normal que la CAF... Non, je ne suis pas en train de m'accuser. Si je m'en tiens à vos propos, c'est parce que c'est une icône qu'on devrait taire tout piétinement. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Voilà. Ces avocats ont dit qu'ils seront en appel. Voilà. Et dans le reportage, vous avez dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas un code d'éthique, quelque chose de ce genre. Vous avez suivi ça dans le reportage. Notre reporter a parlé de l'article, il a cité l'article de la CAF. Non, il y a un autre qui a dit qu'il n'y a pas de code d'éthique. Moi, j'ai suivi ça. Donc, je veux dire, ils ont fait appel. Parce que c'est le plus important. Il a fait appel, il est donc présumé innocent. Jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée de manière définitive, peut-être au niveau du tribunal du sport, je ne sais pas quoi, la TAS, ou au tribunal fédéral suisse. Donc, pour le moment, vraiment, pour moi, c'est un non-événement, dans ce sens que, une chose est sûre, c'est qu'Eto, au jour d'aujourd'hui, il reste président de la FECAFOOT. Au jour d'aujourd'hui, il peut être présumé innocent pour ce qui a été retenu contre lui. Pour les autres, on l'a blanchi. C'est ça l'information pour moi. Et nous, qui sommes des professionnels de l'information, nous restons sur les faits. Il a été blanchi sur des présumés tripatouillages de matchs, etc. Nous le retenons, mais nous retenons également que le président Samuel Eto'o-Fils a interjecté appel sur sa sanction pour collaboration avec une entreprise de paris sportifs. Et en tant que journaliste, nous continuons de suivre cette actualité. La décision finale, nous la rendrons fidèlement, sans émotion à nos téléspectateurs et surtout sans parti pris. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition de la rétrospective de l'information. Nous disons merci à Maître Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, qui a accepté commenter les faits marquants de la semaine qui vient de se couler. Maître, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'est toujours avec plaisir que je viens sur votre plateau. Et c'est avec plaisir que je vous invite tout le temps. Ok, c'est bon. Allez, merci d'avoir été des nôtres, vous qui nous regardez à la maison depuis plus d'1 heure de temps. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi à 9h. Quant à moi, ce sera avec le même plaisir que je vous retrouverai dimanche prochain pour d'autres faits marquants de la semaine. Prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Allez, au revoir.